Ouais, je sais. J'aimerais bien pouvoir vous dire que la présente soirée est la 98e ou la 200e des Ipsos, mais vous savez, à son âge, Ipsos ne compte plus. Créé avant le dernier référendum sur l'indépendance du Québec, avec comme leitmotiv avant, pendant et après le référendum, Ipsos ne compte plus en effet. Les soirées débats, les publications, les colloques et les rencontres diverses qui ont réuni ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, souscrivent à ce leitmotiv ou tout simplement viennent voir, comprendre où on s'en va avec un tel slogan. La seule chose qu'Ipsos va encore compter, c'est le nombre de valeureux personnages qui ont reçu le prix Jacques Parizeau, décerné annuellement par Ipsos depuis 2011. Alors là, oui, c'est facile de compter. Il y en a 7. Mais je peux vous dire que le 2 juin, précisément, il y en aura 8. Le 2 juin, c'est la date qui a été choisie pour notre Assemblée générale, qui inclut cette journée-là, la journée Ipsos, le colloque de la matinée, l'Assemblée générale, et puis entre les deux, la remise du prix Parizeau. Donc, le colloque de cette année, je vous le dis tout de suite parce que bon, vous êtes évidemment tous invités à y assister. Ce colloque-là s'intitule Après 14 années de gouvernement libéral, quelles avenues pour les indépendantistes? Il s'agira donc de parler des transformations majeures qui ont touché les différentes sphères d'intervention de l'État au cours de toutes ces années, hein, qui ont modifié par conséquent la citoyenneté même, hein, la notion même de citoyenneté, et évidemment l'exercice de la souveraineté au Québec. Alors bien sûr, depuis sa création, la création des Ipsos, le monde a changé, le Québec a changé, et Ipsos n'est pas en reste, comme en témoigne encore une fois la problématique générale de la présente soirée, dont je voudrais dire quelques mots avant de demander à nos invités de nous parler. Alors, il existe présentement au Québec au moins deux réalités qui, selon certains, s'affrontent l'une et l'autre, seraient en conflit, hein, créeraient des dilemmes pour les Québécois. D'une part, le Québec est une nation qui possède une langue officielle, une culture propre, une histoire singulière, qui lui confère une personnalité politique, juridique et qui est très particulière, très singulière. D'autre part, la volonté bien réelle du Québec de s'affirmer sur la scène internationale est conditionnée par sa capacité de s'intégrer dans une pluralité linguistique et culturelle, en plus d'être confronté à une conjoncture géopolitique, la globalisation économique, qui définit ses propres règles de participation, tant au plan juridique qu'au plan économique. Alors, comment concilier ces deux réalités? Pour certains, elles sont irréconciliables, aussi simplement que ça. Et les Québécois doivent faire des choix. Ou bien on fait du Québec un musée qui conserve ses vieilleries bien à l'abri du reste du monde, ou bien le Québec s'ajuste aux exigences de la conjoncture internationale, et ceci, évidemment, au détriment de sa personnalité culturelle, linguistique et juridique. Nous pensons qu'il s'agit là d'un faux dilemme. Nous croyons que la spécificité linguistique et culturelle du Québec est un atout qui joue en faveur de sa reconnaissance à l'échelle mondiale. Pensez simplement aux 84 États et gouvernements qui font partie de la francophonie internationale. Par État, ici, on doit entendre État au sens
de l'ONU, c'est-à-dire bon, pays souverain, et gouvernement désigne habituellement les entités fédérées. Hein. Ainsi, le Québec et le Nouveau-Brunswick hein, sont reconnus comme gouvernement à ce niveau, alors que l'Ontario ne l'est pas, ou en tout cas ne l'est pas encore, et que l'Acadie non plus ne l'est pas. Le Québec, donc, n'est pas seul et isolé dans une lointaine bourgade, comme certains semblent le croire. Et nous croyons aussi, conversement, que la présence des Québécois sur la scène internationale est de nature à renforcer l'attachement que manifestent déjà les Québécois à leur langue, envers leur langue et leur culture. Donc, le Québec, j'explique un petit peu ça, parce que ça peut être un peu surprenant de dire que les gens qui sont à l'extérieur du Québec, finalement, peuvent contribuer à renforcer le français au Québec. Hein. J'explique un peu. Pensez simplement que le Québec a plusieurs ambassadeurs dans le monde. Les ambassadeurs officiels, comme les chargés de mission, les personnes qui œuvrent dans des délégations générales du Québec, par exemple. Mais nous avons aussi des acteurs, des ambassadeurs informels, des scientifiques qui font ou non partie de l'équipe internationale de recherche dans plusieurs domaines. Des professeurs invités, des étudiants qui participent à des échanges universitaires, des artistes qui s'illustrent dans les domaines de la littérature, de la danse, du théâtre, de la musique, du cinéma. Hein? Je dis que ceux-là, par leur présence et leur réussite hors de nos frontières, contribuent et approfondissent l'attachement que les Québécois manifestent à l'endroit de leur langue et de leur culture. Pensez à votre propre réaction hein, lorsque, en ouvrant votre journal du matin, vous apprenez que l'un des vôtres vient de recevoir l'Académie française, vient d'être reçu à l'Académie française, ou qu'un des nôtres s'offre le tapis rouge au Festival de Cannes, ou, selon vos intérêts en la matière, lorsqu'un des nôtres vient de s'illustrer aux Jeux olympiques. Bon, celui-là, on l'appellera Canadien. Mais nous, on sait. Et on sait qu'il serait fou de penser qu'il faut renier ce que nous sommes pour devenir des citoyens du monde. Comme nous le répètent continuellement plusieurs instances au Québec. Je dois souligner que nous ne sommes pas les premiers à soulever ce qui nous apparaît comme étant un faux dilemme. Gilbert Paquette, par exemple, qui nous visitait lors de la dernière soirée débat, précisément, dans son dernier ouvrage, il considère aussi, mais sous un angle différent de celui que nous adoptons ici, que la question se pose aux Québécois. Hein, la question de la conciliation, justement, de ces deux réalités dont j'ai parlé plus tôt et qui semblent absolument irréconciliables pour certains. Donc, Gilbert parle de ce problème-là, mais encore une fois, dans un angle et dans une perspective qui est assez différente de celle que nous voulons développer. Anne Le Garret, elle aussi, dans son dernier ouvrage, qui s'appelle « Le Québec, une nation imaginaire », parle de l'influence des relations internationales du Québec sur les représentations identitaires des citoyens québécois. Et elle rejoint jusqu'à un certain point l'idée que nous avançons ici, selon laquelle la présence des Québécois sur la scène internationale est de nature à renforcer l'attachement que manifestent les Québécois à leur langue et à leur culture. Je dois aussi souligner que la conciliation des deux réalités dont je parlais, ces deux réalités qui existent présentement au Québec, telles que je l'ai esquissé plus tôt, présentent des difficultés, évidemment. C'est pas le paradis, c'est pas donné comme ça. Il y a des difficultés, disons,
l'opérationnalisation de cette convergence. Nos invités ce soir ont une influence énorme sur la façon dont s'est développé un certain ethos politique québécois. Ils ont aussi tous les deux une expérience et une connaissance intime des difficultés et des écueils parfois insoupçonnés qui nous attendent et que peuvent rencontrer les aspirations légitimes des Québécois. Ils sont ici pour nous parler de tout cela et, dois-je ajouter, ils possèdent chacun un parcours qui, je dois m'en excuser, que j'ai renoncé à présenter de façon exhaustive, puisqu'il faudrait vraiment y passer la soirée entière. Donc, sommaire. Louise Baudouin, chroniqueuse au Devoir et au carnet politique de l'émission Le 2460 à RDI. Elle s'est engagée très tôt en politique, a été élue et réélue à l'Assemblée nationale à de multiples reprises sur une période qui va de 1994 à 2012, avec les creux indépassables, devrais-je dire, de la politique nationale. Pendant ces années, elle a été responsable des dossiers touchant les relations internationales du Québec. Elle a été déléguée générale du Québec à Paris en 84-85. Elle a aussi à son actif un parcours académique en tant que professeure à l'université Jean Moulin de Lyon, en France, puis à l'UQAM et enfin en tant que chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Finalement, je mentionnerai qu'elle a été gratifiée d'une des distinctions les plus prestigieuses en France en étant reçue grand officier de la Légion d'honneur, ce qui couronnait en quelque sorte son admission d'abord au titre d'officier de la Légion d'honneur en 86 et de commandeur en 84. En 2004. C'est bien, je peux me corriger pour l'instant. Pierre Curzi, lui, est un acteur et commentateur radiophonique. Homme de théâtre, il a joué dans les pièces du répertoire classique, mais aussi dans les mises en scène de nombreux auteurs québécois, comme Claude Gauvreau, Michel Garneau, Roch Carrier, Robert Guric, le grand Régent Duchamp. Au cinéma, il s'est aussi illustré dans de nombreux films québécois, dont quelques-uns primés dans divers festivals européens, dont le Festival de Cannes. En particulier, vous connaissez tous ses rôles dans les films de Denis Arcand. Et on peut affirmer de lui, je pense, de Pierre Curzi, qu'il a contribué par son talent à asseoir la réputation internationale du cinéma québécois, qui continue maintenant de s'affirmer. Il a été pendant 8 ans président de l'Union des artistes. Il a été élu à l'Assemblée nationale en 2017, où jusqu'à 2012, il a été porte-parole des questions linguistiques, responsable des dossiers langue et culture, et il a milité en faveur d'une application au réseau collégial de la loi 101. Il a aussi été coprésident, mais ça c'est une histoire qu'il faudra raconter, peut-être pas ce soir, mais un jour. Il a été coprésident de la Coalition canadienne pour la diversité culturelle, qui ouvrira la porte à la Convention internationale sur la diversité culturelle, qui a été adoptée en 2005 par l'UNESCO. Ce que prône cette convention, et là vraiment vous allez vous retrouver en territoire plus familier, ce que prône cette convention,
c'est de soustraire les cultures nationales au traité de libre-échange et de contrôler les invasions culturelles par les œuvres étrangères. Familier comme problème, hein? Eh bien, cette convention visait justement à régler ça. L'usage qu'on en fait, ce serait une chose dont on pourrait parler. Donc, en 2005, cette convention a été adoptée par l'UNESCO. Je ne sais pas si elle a été ratifiée. Oui, oui. Elle a été ratifiée. Elle a été ratifiée par presque tous les pays qui l'ont signé. Donc, sauf les États-Unis et Israël. Bon, on s'y attend presque. Donc, en 2005, cette convention internationale est signée par l'UNESCO, ratifiée plus tard. Et en 2005, aux coïncidences, Louise Baudouin était ministre des Affaires internationales au gouvernement du Québec. Moi, je ne sais pas pour vous, mais il me semble que mon intuition me dit qu'elle a dû jouer sa part dans les pourparlers qui ont entouré l'adoption de cette convention. Donc, je dis qu'il faut écrire cette histoire et en attendant, je m'engage à en faire l'objet d'une prochaine soirée Ipso. C'est une histoire fascinante d'abord, pour toutes sortes de raisons, pour les détails, les étapes qui ont été franchies, mais aussi qui est je dirais, une victoire québécoise au plan international. Et ça nous fait plaisir. Alors, je laisse la parole. Louise? Alors, d'abord, je veux remercier les IPSO. Ça me fait toujours plaisir d'être ici. Et puis, j'essaie de parler donc du prix Jacques Parizeau et j'ai été très honorée, très émue de recevoir ce prix il y a 2 ans. Alors, quand les IPSO m'invitent, eh bien, je viens. Et c'est la semaine de la langue française, c'est mardi, ce sera la Journée internationale de la francophonie. Alors, Philippe Bernard me disait tout à l'heure, c'est pas un hasard, finalement, qu'on fasse cette soirée débat cette semaine-ci. La dernière fois que je suis venue aux Ipsos, cependant, ça avait été assez, je dirais, houleux. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était sur la laïcité. Vous savez très bien que le mouvement indépendantiste est très divisé sur la question de la laïcité. Et j'avais eu un débat, mais alors invraisemblable. J'étais députée à ce moment-là encore. Pierre siégeait, on siégeait ensemble dans l'opposition. Donc ça devait être, je ne sais pas, 2011, quelque chose comme ça, 2012, avec Jean Dorion. Et cette fracture, finalement, sur la laïcité, elle était très apparente ce soir-là. Il y avait Guy Rocher, je me souviens, Micheline Labelle, et puis bon. Alors, ça avait été... ce soir, je crois que ça va être plus consensuel. Et ça ne sera pas la commission Dumont-Curzi, mais la commission Curzi-Baudouin ce soir. Et je crois qu'on va avoir un beau débat. Alors, moi, je vais commencer par... vous parler, vous faire une citation, une première citation de Pierre Bourgault, qui a été le premier récipiendaire du prix Georges-Émile Lapalme. Le prix Georges-Émile Lapalme, j'étais ministre de la Culture. Je me suis aperçu, depuis 1995, donc j'étais ministre de la Culture, M. Parizeau m'a nommé ministre de la Culture. J'étais d'abord ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes. Je le suis resté jusqu'après le référendum. Mais avant le référendum, M. Parizeau m'a dit « Je veux que vous deveniez aussi ministre de la Culture ». Et là, je me suis rendu compte que les prix du Québec, qui sont les grands prix qui annuellement récompensent dans le secteur des sciences, du patrimoine, en fait, dans à peu près tous les secteurs d'activité, les prix du Québec, donc, récompensent une personnalité. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de prix, justement, pour la langue française. Alors, j'ai donc décidé, j'étais ministre responsable de l'application de la charte à ce moment-là, de créer le prix Georges-Émile Lapalme. Et je vous lis, qui couronne la carrière d'une personne ayant contribué de façon exceptionnelle à la qualité, j'y tiens, et au rayonnement de la langue parlée et écrite. Alors, Pierre Bourgault, c'était le premier récipiendaire, donc on est en 97, il a dit ceci le soir où il a reçu donc ce prix-là.
et a dit, je le cite, « Le français, s'il nous isole en Amérique du Nord, nous ouvre aussi tous les horizons à travers le monde. Quand nous défendons le français chez nous, ce sont les langues, toutes les langues, que nous défendons contre l'hégémonie d'une seule. » Alors, c'était il y a 21 ans, mais à mon avis, c'est toujours vrai, même si la situation a bien sûr, et c'est de ça dont je vais vous parler, beaucoup changé, évolué, et pas nécessairement dans le bon sens. Ça, c'est clair. Bon. Alors, les principes sur lesquels ont été bâtis, je dirais, la politique linguistique du Québec depuis la loi 101, il y en a un certain nombre de principes. Le premier étant que la langue française est au centre, bien sûr, de l'identité québécoise, que c'est le fondement de la cohésion de la société québécoise, son ciment en quelque sorte, et que l'approche législative doit être complétée. Elle est fondamentale, bien sûr, par une approche sociale, puis une approche, déjà, on le disait, de concertation internationale. Bon. Concertation internationale, déjà, se disait-on, ça c'était pas tout à fait dans l'air du temps, mais quand même, ça commençait à être important, pour mieux maîtriser les nouvelles technologies en français et pour permettre l'élaboration d'une stratégie en faveur du plurilinguisme. Parce que je répète ce que Bourgault disait, quand on défend la langue française, sur le plan international, on défend toutes les autres langues devant l'hégémonie, bien sûr, d'une seule langue, l'anglais. Alors, où en est-on aujourd'hui au Québec et sur la scène internationale? Bon, je ne veux pas faire je pense que vous connaissez aussi bien que moi, on a vu les chiffres du dernier recensement, on a vu aussi ce que l'Office québécois de la langue française nous en a dit récemment. Je vais juste prendre deux thématiques très, très rapidement. L'intégration des nouveaux arrivants, bien évidemment. On est toujours dans les effets pervers des deux modèles concurrentiels d'intégration, le modèle canadien puis le modèle québécois. Et puis, la vérificatrice générale, il faut y revenir, a quand même dit tout récemment, c'est l'année dernière ou l'année d'avant, qu'un tiers des nouveaux arrivants qui ne connaissent pas le français, donc il y en a à peu près 40% chaque année sur les 52 000 qui arrivent au Québec, qui ne connaissent pas le français. Ben, il y en a le tiers seulement qui ont suivi des cours de francisation. La vaste majorité de ceux-ci, disait la vérificatrice générale, n'ont même pas atteint le seuil d'autonomie langagière qui leur faciliterait l'accès au marché du travail ou pour entreprendre des études postsecondaires. C'est quand même un constat effarant. Alors, moi, que faire? On le sait. On ne le fera peut-être pas, mais on sait ce qu'il faut faire collectivement. C'est un grand chantier, je le dis, puis je le dis sincèrement, qui a jamais été entrepris, en quelque sorte, par quelque gouvernement que ce soit. Un grand chantier dont on n'a pas compris, je dirais, la nécessité et l'envergure. Donc, notre propre désinvolture collective a aujourd'hui, bien sûr, les effets dont on parle. Le Parti québécois dit, je crois, avec raison, qu'il faudrait qu'avant d'arriver, les nouveaux arrivants apprennent le français, un niveau de français intermédiaire, et qu'on s'entende avec les alliances françaises, par exemple, pour faire en sorte que ça se fasse. C'est la seule manière, parce qu'on n'arrive pas, bien sûr, une fois qu'ils sont rendus ici. Puis moi, je le vois au dépanneur, au coin de la rue Outremont et Bernard, là, j'habite dans ce coin-là. Là. Ils ne parlent pas français. Mais je dis, mais pourquoi? No time, no time. Alors, c'est ça. Ça fait qu'il faudrait qu'on décide qu'il faut qu'avant d'arriver au Québec, les nouveaux arrivants aient une connaissance, je dirais, intermédiaire du français. La langue de travail, c'est la même chose. La FTQ vient de sortir justement des chiffres assez parlants, et le plus parlant, à mon avis, il vient de l'OQLF. Depuis 30 ans, quand on parle de généralement ou exclusivement travailler en français, eh bien, on est revenu à peu près à ce qu'il y avait dans les années 70, c'est-à-dire à peu près 64% des travailleurs qui disent qu'ils parlent généralement ou exclusivement en français au travail. On est revenu à ce que c'était avant l'adoption de la loi 101. Bon.
Mais je répète juste une chose en conclusion de cette introduction, si je peux dire, qu'une langue doit être utile, rentable, prestigieuse aussi. C'est important si on s'imagine qu'il faut que la langue soit prestigieuse pour qu'elle soit considérée comme une langue d'avenir. Justement, Jocelyne parlait, le passé, etc., une langue d'avenir. Il faut que ce soit rentable, que ce soit utile, puis que ce soit prestigieux. Alors, là, j'en arrive au point principal de mon exposé, c'est que cet affaiblissement interne va de pair avec un affaiblissement sur le plan international. C'est ça, c'est relié. C'est pas, à mon avis, c'est pas un hasard. La source de la pression sur la langue française s'est déplacée. Ce n'est pas, comme à l'époque de l'adoption de la loi 101, la force économique de la minorité anglophone québécoise, mais celle de la langue anglaise comme langue internationale, comme langue de la mondialisation. Pourquoi, à mon avis, l'avenir du français au Québec, je vous le répète, est lié à l'avenir du français dans le monde. Et ça, pour nous, ça devrait être un changement, je dirais, de perspective et que l'on soit très volontariste par rapport à cette situation. Et je vais vous expliquer comment je vois ça. La situation de la langue française au Québec, donc, elle est forte et fragile à la fois, et elle ressemble à celle du français dans le monde. Et si le ciment qui fait tenir la maison Québec s'effrite durablement, l'emprise du fait français en Amérique du Nord sera, bien sûr, gravement compromise. Ne restera-t-il alors de la grande aventure française en Amérique que folklore et fossilisation? Bon, au moins se poser la question, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On doit mener en même temps, comme dirait quelqu'un d'autre en France, le combat interne et le combat international. Comment, alors que nous ne sommes qu'une province? Et là, je rejoins ce que Jocelyne disait en introduction. Eh bien, comme on l'a fait, Pierre et moi, ensemble d'ailleurs, pour l'adoption de la Convention internationale sur la diversité des expressions culturelles qui a été donc adoptée à l'UNESCO en 2005. Je n'étais plus ministre, c'est Lynn Beauchamp qui était ministre, et c'est Lisa Froula qui a signé au nom de nous tous, Canadiens. Mais si on a réussi à être en effet un acteur international important dans cette démarche-là, alors que nous sommes en effet, et que nous étions et nous sommes encore qu'une province, c'est parce que la société civile menée par Pierre Curzi, dans le cadre de cette coalition sur la diversité culturelle, il en était le coprésident parce que c'était une coalition pan-canadienne, mais mettons que le leadership était ici. D'ailleurs, ça avait pignon sur rue ici à Montréal. Et avec Robert Pilon, ils ont fait un travail, je le dis considérable parce qu'il n'osera peut-être pas le dire lui-même, mais considérable sur le plan international. Ils se sont promenés partout dans le monde et partout dans le monde se sont formées des coalitions pour la diversité culturelle, ce qui a fait que la société civile a joué son rôle à l'UNESCO quand est venu le temps donc d'adopter cette convention. Et pourquoi ça a marché? C'est parce qu'il n'y avait pas une feuille de papier entre la coalition et le gouvernement, effectivement, qui était le gouvernement à ce moment-là, et de Lucien Bouchard, donc, et de Bernard Landry, donc les deux premiers ministres, M. Parizeau étant parti juste après le référendum. Donc, on a réussi, moi j'étais ministre de la Culture, et puis après ça, j'ai été ministre des Relations internationales, ça a été mon dossier principal, Pierre était là, on a fait ça ensemble, et ça a été en effet une victoire, une des rares, diplomatique québécois au sens de politique étrangère, ce qui est quand même assez remarquable. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des alliances. Pierre, comme je l'ai dit, en se promenant à travers le monde, je veux dire en Afrique, en Amérique latine. En Amérique latine, ça marchait tempête. Et puis moi, eh bien, je suis allé même jusqu'au Vatican, c'est vous dire jusqu'à quel point, parce que le Vatican a une politique importante. Puis le cardinal Poupard, qui était le cardinal français responsable des affaires étrangères, du pape, eh bien, il faut dire que Jacques Vallée, qui était mon ami, qui était délégué du Québec à Rome, nous a beaucoup aidés, mais enfin, bon, mais bien sûr, donc, mais la première alliance, elle a été franco-québécoise. Donc, à mon avis,
Et là, je vais vous parler dans 2 secondes là, de l'application concrète aujourd'hui, en 2018, de ce qu'on a fait ensemble. En effet, Jocelyne, c'était l'exception culturelle que l'on voulait garantir dans les accords de libre-échange internationaux. Et c'était aussi la possibilité pour les États d'avoir des politiques publiques qui soient en contradiction, disons, avec les principes de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, c'était que ce n'était pas une marchandise comme les autres et qu'on voulait sortir ça donc des accords de libre-échange et qu'on voulait être en mesure d'établir les politiques publiques que l'on souhaitait. Donc, le français sur la scène internationale, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Démographiquement, c'est quand même pas rien. C'est 275 millions de locuteurs, donc des francophones, des francophiles. Surtout en Afrique, vous le savez, c'était encore dans le journal ce matin, dans Le Devoir, quelqu'un qui écrivait que la langue française se décolonisait en quelque sorte, puisque c'est l'Afrique qui devient le centre de gravité de la francophonie. Et ça ne s'arrêtera pas là, tu sais, bon. C'est sûr que le continent africain, sur le plan d'ailleurs, il faut le savoir, que l'Afrique francophone, contrairement à ce que l'on peut croire, a une croissance économique qui est plus importante au moment où l'on se parle que l'Afrique anglophone. Alors la Côte d'Ivoire, le Sénégal, quelques pays comme ça, bon, et qui donnent un élan économique considérable à la francophonie africaine. Alors, et on est non seulement 275 millions de parlants français, mais on est sur les 5 continents, ce qui est une rareté. C'est une des 5 premières langues parlées dans le monde, sur Internet, enfin, etc., on le sait. Le français, ça existe. Beaucoup d'apprenants de langue française seconde, puis de langue française étrangère, carrément. Donc, des atouts qu'il n'y a pas beaucoup de langues qui possèdent. Bon, les actions à entreprendre, parce que là, il y en a 2 pour moi. Au niveau des organisations internationales, c'est la quasi-débandade pour le français. C'est clair, il y a un recul, il y a une dégradation, et c'est moins le statut officiel. Il n'y a personne qui a dit qu'aux Nations unies, le français n'avait plus le statut officiel de langue des Nations unies. Mais ce qui est mis en cause, ce sont les pratiques linguistiques au sein de ces organisations qui évoluent sensiblement vers un unilinguisme de fait, motivé souvent par des considérations budgétaires. C'est ce que les Nations unies viennent de répéter, pas plus tard que la semaine dernière. Ou un prétendu, donc, souci d'efficacité. Les Nations unies, que ce soit à New York et même à Genève, une ville plus française que Montréal, bien plus française que Montréal, Genève, bien là, à l'intérieur des organisations des Nations unies qui siègent à Genève, à peu près tout se fait en anglais. Alors, évidemment, à New York, vous imaginez. À Bruxelles, et c'est ce qui est le pire, qui est le siège des institutions européennes, la tendance au tout à l'anglais, même après le Brexit, les Anglais s'en vont, bien, ça continue, et puis c'est de mal en pis. Alors, et là, parlons du président français un instant, qui a dit, en présence de Philippe Couillard l'autre jour, il faut aller sur le site pour l'entendre, le site officiel de l'Élysée, là, le site web de l'Élysée, mais il le dit vraiment, que parler anglais, ça renforce la francophonie. J'ai toujours trouvé que Macron, moi je n'ai pas voté pour lui au premier tour, là, j'ai voté Mélenchon au premier tour. Là. Je voulais être sûr de donner un grand coup de pied dans la fourmilière, parce que là, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a des postures intellectuelles de ce genre-là. Lui, Macron, il a dit pendant la campagne qu'il n'y avait pas de culture française. Bon, mais là, tu dis non. Là, vraiment, tu sais, nous, 400 ans d'histoire, puis justement, quand Jocelyne le disait, on est donc contents, puis on est donc fiers, puis on a une vraie culture, puis elle existe à l'interne, puis sur les marchés étrangers, puis il y a des artistes, puis partout, ce sont nos meilleurs ambassadeurs, etc. Alors, Macron, il dit qu'il n'y a pas de culture française. Bon. Alors, donc là, il a dit cette fois-là, donc il y a toujours des belles phrases de ce genre-là, que parler anglais renforçait la francophonie. Donc, il opère. Et moi, c'est ça avec quoi j'ai beaucoup de difficultés, une hiérarchisation des langues. L'anglais comme langue des affaires, c'est ce qu'il fait. De la modernité, de la diplomatie même. Et puis le français, puis les autres langues. Ben, c'est le rayonnement culturel puis la vie quotidienne. Ben non, ça ne peut pas marcher comme ça. Demain, il fait un discours qui est très attendu sur la question. Alors, on verra ce qui sortira de son chapeau cette fois-là.
Mais les initiatives, pour nous, dans ce secteur des organisations internationales, c'est bien sûr que c'est souvent en coulisses parce qu'on n'est pas présent dans ces instances-là. Il est donc difficile de convaincre directement les États souverains du bien fondé de nos arguments en faveur du plurilinguisme, c'est sûr. Mais grâce justement à cette Convention de la diversité culturelle à l'UNESCO, pour pas que ça reste une coquille vide, il faut donc l'utiliser. Et là, le Québec, comme pour donc la discussion et la négociation de la Convention, a une influence, peut avoir une influence. Encore faut-il le vouloir. On est membre de la francophonie, Jocelyne l'a dit, gouvernement participant, comme le Nouveau-Brunswick, et on a des relations quand même avec la France, là. Bon, disons que Macron, il n'a pas encore compris, mais il y a de l'espoir peut-être. Et puis surtout, je pense que son gouvernement, Édouard Philippe, le premier ministre, je pense, a plus de sensibilité à cet égard. Il intellectualise moins un peu les choses. Alors, mais il faut prendre le leadership, comme on l'a fait, justement, Pierre et moi, sur la question de la diversité culturelle. Alors, parlons de création et diffusion de nos œuvres, de notre culture, de nos industries culturelles à l'ère du numérique. C'est ça le nouvel enjeu. C'est ça le nouvel enjeu. Alors, on peut agir directement pour dompter la bête. Alors, la bête, c'est la bête numérique, justement. Alors, serons-nous les seuls en Amérique du Nord à tenter de résister au déferlement des géants du numérique? Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Netflix, etc. Le 27 mars, en tout cas, on va avoir une première réponse. Est-ce que l'État a dans son budget? Est-ce qu'il va oser, au minimum, imposer la taxe de vente, la TVQ, à tous les fournisseurs de services étrangers, comme on le fait pour les joueurs nationaux? L'équité fiscale, c'est pas supposé être un vrai concept. Plusieurs pays le font déjà. C'est élémentaire. La TVA en France, par exemple, personne ne s'est posé même la question, devons-nous imposer la TVA aux fournisseurs d'Internet étrangers et de contenu aussi, les fournisseurs. Il faut aller plus loin, il faut taxer sur le chiffre d'affaires, il faut faire en sorte qu'il y ait une contribution nécessaire pour développer nos propres industries culturelles. La France a commencé à le faire. Là-dessus, elle est exemplaire. C'est pour ça que, comme pour l'exception culturelle, on tombe bien, la France peut être notre allié. On peut prendre un leadership franco-québécois. L'Europe va annoncer là, une politique globale, là, c'est mercredi, là-dessus. Pierre Moscovici, qui est le commissaire européen sur la question, va être à Montréal au Corim le 18 avril pour discuter avec nous de cette question-là. L'OCDE s'attelle aussi à cette question, mais elle a conclu dans un rapport préliminaire, pas plus tard qu'hier, qu'il n'y avait pas de consensus international. On ne l'attendra pas, le consensus international. On va provoquer, comme on l'a fait pour la diversité culturelle, parce que pour nous, c'est une question, je dirais, existentielle, de survie. Pour l'instant, je dis bien, l'attitude du Canada est scandaleuse. Mais là, dans le budget Morneau, c'était 0, là. Bon. Là, Mme Joly vient de changer d'avis, je ne sais pas si vous avez vu, par rapport à cette question. Mais pour être convaincu, j'attends la preuve, puis la preuve, elle sera dans le pudding, parce que là, pour l'instant, je n'y crois pas. Mais il y aura une revision de la loi sur la radiodiffusion, puis la loi sur les télécommunications. Vous imaginez ce que ça veut dire, que ça nous échappe, que cette loi sur la radiodiffusion, celle sur les communications, qu'on ne soit même pas maître chez nous sur des questions aussi fondamentales pour l'avenir du Québec. Je vous dirais en terminant que le Québec, le Canada, l'Europe ont raté la première phase, celle des plateformes. On l'a raté. L'Europe aussi. Il n'y a que la Chine, avec Alibaba, qui a réussi à faire autre chose. Mais ni les Européens, ni nous, on n'est pas là. On n'est pas là. Il ne faut pas manquer notre coup sur les contenus. Bon, il faut participer à la régulation de la mondialisation culturelle, et je vous le dis, même en prendre le leadership. Il faut donc imposer, taxer, réguler, réglementer sur la découvrabilité. Et il faut Netflix France, là, les Français me disaient récemment qu'ils vont imposer, justement, dans la vitrine de Netflix, des œuvres françaises. Bon, on verra s'ils vont réussir, mais qu'il y ait une vitrine, au moins, et que les œuvres françaises soient présentes. C'est ça qui s'appelle la
découvrabilité. Que Momé, le film de Xavier Dolan, soit aussi accessible que Star Wars et que Pierre Lapointe soit aussi accessible que Taylor Swift, là, au moins sur nos propres territoires. C'est ça l'enjeu aussi. Bon. Parce que la tuyauterie et les algorithmes des multinationales américaines déterminent largement déjà ce que nous écoutons et regardons. Demain, elles deviendront encore plus actives dans la création de contenu pour nourrir leur propre plateforme. Nous risquons, francophones, hispanophones, lusophones et autres aires linguistiques, d'être exclus tant de la propriété des plateformes que de leur contenu. Avec des moyens alors démesurés, les géants du numérique nous conduisent tout droit vers une concentration de la production et de la diffusion audiovisuelle et musicale. Que restera-t-il de nos œuvres, de la diversité culturelle, de la diversité linguistique, du droit d'auteur? Qu'est-ce qui va en rester si ça continue comme ça? C'est difficile, mais il y a des solutions et c'est possible. Mais ça demande une volonté politique considérable, ça demande aussi que la société civile, qui est déjà mobilisée dans une coalition que Pierre et moi connaissons, qui s'appelle la Coalition pour la culture et les médias. Alors voilà, je propose, entre autres, qu'il y ait une plateforme commune avec toutes les chaînes de télévision francophones du monde et que ce soit une espèce de version hybride de Netflix et de TV5 et qu'on devienne Goliath contre Goliath, là. C'est ça qui est en cause. Pour desserrer l'étau qui se referme sur nous. Ce dont il s'agit, c'est du rééquilibrage du numérique. La France et la francophonie sont nos meilleurs alliés. C'est une question de volonté, et je pose la question en terminant, qui aura le courage, pendant la campagne électorale qui s'en vient, d'en faire un enjeu et de porter ce dossier? J'espère que ce sera le Parti québécois. Merci. Dure succession. Merci, Mme Couture. Merci aux IPSO. J'ai pas la prétention d'être un intellectuel. J'en ai les préoccupations, j'en ai pas la formation. Et d'autant plus que ce soir, j'ai jamais été aussi embêté que de parler de la langue française pour deux raisons. C'est qu'il y a de nombreux sujets à aborder, puis qu'il y a une confusion. Je trouve que c'est confus. Tu as éclairé plusieurs aspects avec lesquels, d'ailleurs, je ne suis pas nécessairement d'accord. C'est ça qui est paradoxal. La Convention pour la promotion de la diversité des expressions culturelles, c'est ça la convention qui a été adoptée à l'UNESCO en 2005. Ça a été signé par tous les pays qui étaient présents, sauf, on l'a dit, les États-Unis et Israël, et ça a été ratifié dans la majorité des pays. Le problème, et vous l'aviez soulevé, Daniel Turp et toi, Louise, à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas d'outils de règlement. Hein? Et il n'y avait pas d'outils de règlement. Autrement dit, il n'y avait rien dans cette convention pétrie de bonnes intentions, très bien rédigée, vraiment après un travail immense, à la fois de la société civile, dont j'ai été un des porteurs, mais aussi de l'ensemble des gouvernements, tout partis confondus, parce que même les libéraux, même Lynn Beauchamp, Jean Charest, à ce moment-là, c'était qui était à Ottawa? C'était... Louisa, mais il y a eu aussi après Sheila Copps. Bref, il y avait des alliés improbables et tout ce monde-là se tenait par la main et marchait allègrement vers la victoire. C'est vrai, ça s'est passé comme ça. Mais il n'y avait pas d'outil de règlement. Donc, il n'y avait pas dans cette convention, parce que les pays ont refusé qu'il y en ait un, il n'y avait pas un outil qui permettait, une cour qui permettait de traduire ceux qui ne respectaient pas cette convention que tous les pays avaient signée. La raison pour laquelle les pays ne voulaient pas l'avoir, probablement, c'est parce que tout le monde se gardait une petite, je sais pas quoi, velléité territoriale, volonté nationale de ne pas voir aucun autre pays intervenir dans ces politiques culturelles, ou d'autres raisons, peut-être moins nobles, Mais il n'y en avait pas. Et donc, on a pu continuer à signer des ententes de libéralisation du commerce, à la fois au niveau international et des ententes bilatérales, ce que les États-Unis ont fait et font encore abondamment, sans avoir la nécessité
d'imposer l'exception culturelle pour le résumer. Pourtant, dans certaines ententes signées par le Canada avec l'Union européenne, paraît-il qu'il y aurait, et je ne sais pas si c'est vrai, c'est chambranlant, il y aurait une forme d'exception culturelle. On était député à ce moment-là, on essayait diablement de savoir de M. Pierre-Marc Johnson, coudonc, avez-vous appliqué l'exception culturelle à l'entente entre le Canada et l'Union européenne? Les réponses étaient toujours floues. Très flou, de telle sorte que je ne sais pas encore aujourd'hui si ça s'applique. Mais je sais que c'est limité. Tout ce qui est exclu de cette entente de libéralisation du commerce, c'est limité dans l'application des politiques culturelles. C'est-à-dire, tout n'est pas couvert. Et dans une convention de libéralisation, si ce n'est pas couvert, ça peut être renégocié, et c'est toujours renégocié à la baisse. Donc, il y a une inquiétude là. Je dis tout ça parce que on était conscient de deux choses. Il n'y avait pas d'organisme de règlement. C'est pas un organisme, ça s'appelle un... En tout cas, peu importe, il n'y avait pas d'organisme de règlement, d'une part, et d'autre part, on ne couvrait pas ce qui était l'avenir dans lequel nous sommes maintenant, c'est-à-dire tout ce qui transige par Internet, tout ce qui est dématérialisé. Parce que cette convention-là s'appliquait et s'applique toujours à la fois aux politiques culturelles, et c'est vrai que dans ces politiques culturelles-là, le champ du dématérialisé en fait partie. Mais il n'empêche que nommément, la convention ne fait pas référence à ce qui est une culture dématérialisée. Or, maintenant, la culture mondiale est dématérialisée dans une très grosse proportion. Donc, il y a un souci là qui est fondamental. Et pour aller dans le sens de ce que disait Louise, moi, je souhaite qu'on crée un Québecflix absolument immédiatement, de telle sorte qu'on puisse offrir à l'ensemble des Québécoises et des Québécois toute l'offre, tout ce que nous produisons, à la fois dans le cinéma, dans la télévision, dans la musique, dans la chanson, dans la littérature, tous les domaines devraient être offerts globalement et peu à peu s'ouvrir à la France, à la Belgique, à la Suisse, à l'ensemble des pays francophones de l'Afrique. Donc, essayer de créer effectivement une espèce de géant français de l'offre français. Ce serait une des manières concrètes d'essayer de contrer l'influence extrêmement puissante de Netflix. Est-ce que ça se produira? Si j'étais 20 ans plus jeune, franchement, c'est là-dedans que je travaillerais là-dessus. Ça aurait le privilège de... Ça m'alimenterait de nouveau. Ma flamme rejaillirait, je crois. Mais malheureusement, je pense que c'est à une autre génération. Et j'en viens à cette autre génération. Hier, vous étiez là, vous. J'ai pris la parole devant la Société nationale des Québécoises et des Québécois des Laurentides. Il y avait aussi des gens du mouvement national des Québécois. Je dis ça parce que c'était formidable. C'était la remise du prix Gaston Miron. Et ce prix-là, donc, il y avait des gens qui concouraient à ce prix-là. Il y avait des organismes, il y avait des individus qui agissent pour que le français demeure vivant, qu'ils l'écrivent, qu'ils l'enseignent, qu'ils chantent, qu'ils lisent. C'était magnifique de voir cette célébration de la langue par des gens concrètement et quotidiennement engagés dans sa défense et son épanouissement. Cependant, là où je me pose des questions, et c'est des questions, c'est des questions qui viennent du ventre plus et que je ne suis pas capable de complètement ordonner intellectuellement. Mais ce qui m'apparaît, c'est que la langue était auparavant totalement liée à l'identité. On ne pouvait pas être du Québec sans être un francophone en quelque sorte. J'exagère, je sais qu'il y avait des anglophones qui sont des Québécois, puis je doute pas de ça. Mais l'identité était liée à la langue comme elle l'était à la religion. Et je pense que le troisième aspect, c'était ce qu'on appelle le village, au sens de la société. Je pense que c'était les trois éléments qui forgeaient une identité irrévocable, une identité qui a mené des combats, qui a donné des acquis, qui nous a permis de reconquérir notre économie, de reconquérir notre espace, notre territoire, bref, de devenir ce que nous sommes maintenant, c'est-à-dire un État moderne, une nation moderne, et j'espère un jour un pays moderne, mais ça, c'est un souhait pour le moment, et auquel je crois
toujours et fondamentalement. Mais ce qui me semble avoir changé, c'est qu'il me semble y avoir eu un espace qui s'est créé pour chacune et chacun entre le fondement de la langue comme étant la base même de l'identité. Il me semble que toute une génération commence à considérer que l'identité n'est plus nécessairement liée au français. Je crois que c'est ça. Et ça me questionne et terriblement. Mais je ne crois pas, cependant, que cette génération-là ait abandonné ni l'amour ni la culture. Mais je pense qu'ils regardent tout cela d'un point de vue différent de celui qui a été le mien pendant toute ma vie. Je crois donc que ce décollement-là de cet espace ouvre la porte à ce qu'on voit se passer. Ce qu'on voit se passer, c'est de plus en plus chez les jeunes, une intégration des fois douteuse, des fois correcte de la langue anglaise. Et je ne sais pas où ça va aller. Est-ce qu'on s'en va vers une créolisation du français? À Montréal, franchement, je regardais la production cinématographique de cette année, puis il y a des films où j'étais étonné de voir avec quelle facilité des gens jeunes utilisaient des termes anglais, mais d'une façon complètement, je dirais, naturelle. J'étais à la fois désolé, puis en même temps, je lis que pour bien des spécialistes de la langue, les langues ont toujours intégré des mots anglais. En même temps, on a vu se passer la créolisation du français. À la Nouvelle-Orléans, on la voit, on sait que le créole est une langue réelle. En Haïti, on sait très bien que le français, si ce n'est pas la langue officielle et pratiquée d'une façon officielle, souvent a tendance à dégénérer. Donc, j'ai cette inquiétude. En même temps, je vois bien, et je l'ai vu hier, puis je le vois aussi et je le crois. Je ne pense pas que cette génération-là soit dépourvue de l'amour de la langue, soit dépourvue de la connaissance de son importance, soit absente de sa culture, mais visiblement, ce n'est plus la seule culture, ce n'est plus la seule langue et ce n'est pas ce qui constitue absolument leur identité. Leur identité, c'est donc ouverte ou est devenue perméable à autre chose. Et c'est probablement le glissement du collectif vers l'individualisme. Je pense que c'est un phénomène qui accompagne. Je pense que c'est ça la vraie raison. Il y a quelque chose qui s'est passé et on le voit que ça s'est passé. On le voit parce que depuis, disons, plusieurs années, en tout cas, tout le temps j'ai été en politique, j'ai bien vu que tous les combats que personnellement j'ai menés, les études que j'ai faites sur l'anglicisation du Grand Montréal, sur le financement des universités, sur l'obligation ou la nécessité d'avoir des cégeps en français pour tout le monde, pour tout, non seulement le secondaire, le primaire, pour tous les enfants d'immigrants, mais aussi le cégep. Je vois bien que toute cette conscience des menaces et des moyens de contrer ces menaces-là, je le sais bien que ça n'a pas été accompagné politiquement. Ça ne l'a pas été même par le Parti québécois. Et souvent, à l'intérieur de mon parti, j'ai été surpris de voir qu'il fallait que je convainque mes camarades de la justesse de ce qui m'apparaissait comme une analyse réelle, puis des moyens d'agir. Et donc, on voit, et là, le Parti libéral règne en maître depuis 15 ans, et alors on ne peut même pas taper sur le PQ pour dire « faites cette politique-là ». Ils ne sont plus là. C'est les libéraux qui sont là, puis eux autres, on peut taper jusqu'à demain. Ils ne feront jamais rien. Ils ne feront jamais rien pour la langue française réellement. Parce que ce qu'il faut faire, si on veut garder la langue française comme étant une langue officielle réelle, c'est un ensemble de mesures qui ne sont pas très populaires. Et là, la question, c'est, est-ce qu'on doit agir d'une façon féroce, avec cette férocité de l'espoir dont parlait Gaston Miron? Est-ce qu'on doit agir d'une façon féroce? Est-ce qu'on doit agir brutalement? Ou est-ce qu'il ne faut pas essayer de voir comment agir sur ce qui est en train de se transformer? Cette réalité-là des autres générations pour lesquelles ces générations-là, pour lesquelles la langue n'est plus aussi créatrice de réel qu'elle l'a été pour les gens de notre génération. Moi, je crois fondamentalement que la langue, pour moi, pour vous, ça a été la manière d'inventer le monde dans lequel on vit.
puis le monde dans lequel on souhaite vivre. Cette invention du monde, elle est totalement liée à notre possession de la langue, à notre connaissance de la langue. Et ça va très loin. L'invention ou la réussite économique, la réussite de la recherche, la réussite de l'intelligence québécoise, elle est liée à la possession d'un discours qui est axé sur une connaissance intime, sur une façon intime de nommer en français les choses du monde, de faire exister et la connaissance et la beauté à partir des mots. Ce que Gaston Miron comprend complètement quand il écrit des poèmes. Il comprend complètement que la langue, c'est à la fois l'histoire, le passé, la beauté, l'amour et aussi l'intelligence. Cette dimension-là de la langue créatrice du réel, je crois que je crois que c'est ça qui a été touché par une génération sécurisée, se sentant en sécurité dans un pays qui leur appartient, où il ne semble pas y avoir de problème linguistique à leurs yeux, où ils ne sentent pas la menace, et ils se disent donc, mon identité, c'est la possibilité pour moi d'appartenir au monde. Est-ce qu'ils ont tort? Je ne le sais pas. C'est ça mon trouble par rapport au discours sur la langue, il vient de là. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort? Quoi qu'il en soit, c'est entre leurs mains que ça repose. Et donc, comment nous pouvons-nous influencer, comment nous pouvons-nous agir pour que la langue qui, à nos yeux, puis je pense aussi à leurs yeux, est la seule richesse qui les situe dans le monde, qui fait qu'ils sont des gens dont on souhaite l'existence, dont on souhaite la présence, qui font que cette différence-là est un enrichissement écologique pour la planète, pour les cultures du monde. Comment faire pour que toutes ces générations-là n'oublient pas que si tu veux conserver cette richesse-là, tu dois protéger et ta culture et celle des autres. Et là, je te rejoins. Et celle des autres aussi. L'avenir du français, il est bien sûr en France, malgré Macron, malgré Couillard. J'ai de la misère, j'ai besoin d'eau pour... et cet avenir-là, il est en Afrique. Et l'Afrique, c'est 90% des locuteurs francophones sont en Afrique. Il y a des atouts dans cette présence du français en Afrique. L'atout principal, c'est que la jeunesse est là. Le nombre de jeunes en Afrique, c'est incroyable. Et la migration est là. Ces gens ne peuvent plus, et on le voit, hein, ça fait partie de ce qui ébranle l'Union européenne, de ce qui ébranle tout le monde. Il y a un mouvement migratoire majeur. Donc, les gens... c'était à peu près symbolique, mais merci. Je bois à Macron. Une autre gorgée pour Couillard. Et la dernière, mais non la moindre, pour Justin Trudeau. Une quatrième peut-être pour... oui, non, mais parce qu'ils sont dangereux. Hein, ils sont dangereux. J'étais rendu où dans cette envolée? Je m'y suis un peu perdu. J'étais en Afrique. Donc, il y a la jeunesse, il y a la migration. Forcément, cette jeunesse qui va migrer, tôt ou tard, va tenir entre ses mains l'avenir du monde et l'avenir de la langue. Est-ce qu'ils réussiront? Est-ce que cette langue-là sera un des éléments d'une diversité, d'une écologie linguistique planétaire? Je ne le sais pas. On voit que les forces en présence, le GAFA, le Netflix, on voit que ces forces-là sont gigantesques. Et on y participe. On y participe. Parce que ce sont des forces, comment dire? Ce sont des forces séduisantes aussi. C'est vrai que sur Netflix, vous allez voir des productions des pays de la Norvège, la Suède, de l'Espagne, d'un peu partout, et même éventuellement du Québec. C'est séduisant.
c'est difficile de résister à cette idée-là que le monde nous appartient, qu'on est des citoyens de l'univers. Puis quand on regarde l'Office québécois de la langue française, non, pas l'Office international de la francophonie, je lisais là-dessus, Michaël Jean, bon, qu'elle soit dépensière, c'est un épiphénomène. Ça existe depuis longtemps à l'Office international de la francophonie. Ce qui est grave, c'est qu'elle représente des valeurs et des valeurs canadiennes qui sont, comme le disait quelqu'un, des valeurs de communautarisme. Les langues, les nations, les États, les peuples, ce sont des communautés comme d'autres, au point qu'on peut revêtir leur costume et devenir autre. Et Trudeau l'a fait magnifiquement en Inde. Il est devenu l'autre. Il est devenu l'autre au point où les gens n'ont plus reconnu celui qu'ils avaient élu, mais ils se sont demandé, mais qui est donc cet étranger? Et ça va jusque-là. Il y a une perversion de l'esprit dans l'exercice du pouvoir politique. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas compter actuellement sur les forces politiques pour mener à bien une politique qui serait pourtant nécessaire pour garder aux Français une forme dans laquelle nous nous reconnaissons. On est donc obligé d'aller vers, en partie, ce qu'on disait, une offre en langue française qui va s'appuyer sur la jeunesse africaine, sur les pays, sur ceux qui demeurent des francophones convaincus. On est obligé d'aller, et on est obligé de chercher comment cette langue-là va garder toute sa puissance, pas juste d'évocation, mais sa puissance de connaissance aussi. Comment ramener les scientifiques à ne plus être obligés de publier uniquement en anglais? Comment ramener la langue de la diplomatie à la fois à l'ONU, mais aussi aux Jeux olympiques? Comment s'assurer que le français va garder une structure qui va permettre qu'on le reconnaisse et qu'on puisse le partager à travers la planète? Ce sont les vrais problèmes auxquels on est confronté et les solutions ne sont pas évidentes, mais pour avoir recommencé à en parler de la langue, après avoir été un peu découragé de le faire, bizarrement, il me semble qu'il y a des motifs d'espoir, puis qu'il y a des motifs d'engagement réel, qu'il y a encore un goût du combat linguistique, mais il ne sera pas exactement celui qu'il a été. Il sera autre. Et j'espère que nous toutes et nous tous qui sommes ici, quel que soit notre âge, quel que soit notre état, on aura le plaisir d'ouvrir nos cœurs et notre intelligence à de nouvelles façons de continuer à exister et à vivre dans le monde, dans une langue qui nous rend la vie si précieuse. Merci. Je voulais remercier Louise Baudouin et Pierre pour ces témoignages-là qui sont émouvants, justes, et qui nous font, je pense, avancer dans notre détermination. Et c'est tant mieux. Et c'est très bien. Je voudrais maintenant vous inviter à poser vos questions. Cher José, tu viens de souffler sur ma petite flamme. Yeah. Mais oui, c'est vrai, même, il n'y a pas de film français, québécois, où la musique qu'on entend n'est pas une chanson en anglais. Et je sais pas comment on réagit par rapport à ça. Ça prendrait, effectivement, un contrôle de l'organisme fédéral qui régit les ondes pour imposer, plus que des quotas, imposer qu'on entende la musique aux heures de grande écoute en français. Puis ça prendrait bien plus que ça. Ça prendrait de nombreux incitatifs, pas juste la voix, là,
d'autres incitatifs pour que les gens se remettent à écrire en français. Mais voilà, c'est tout. Pas de réponse, moi non plus. Bon, la seule chose que je vois, c'est quand même du théâtre encore en français. Là, ce qu'il va falloir se rabattre sur les francopholies, tu sais, pour entendre des chansons en français à Montréal, tu sais, je sais pas, du 5 au 12 juin. Ça va être le moment de la chanson francophone. Pourtant, c'est formidable, les francopholies, hein, parce que tu entends justement des gens qui viennent de partout, qui chantent en français. Moi, c'est parce que j'ai beaucoup de difficultés justement à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Tu sais, comment ils pensent. Pourquoi ils pensent que c'est pas important, alors que justement la biodiversité, la moindre fourmi, là j'entendais qu'à Longueuil aujourd'hui il y avait les rainettes et puis je ne sais quoi, puis là on ne sait plus si Molson va pouvoir construire son usine de 500 millions parce que justement, et moi je veux défendre l'environnement, puis bon, je sais que c'est la survie de la planète, là, c'est clair, mais en même temps qu'on n'applique pas ça aux cultures et aux langues, qu'on ne fasse pas le même raisonnement et que les sociétés civiles ne fassent pas le même raisonnement, alors que tout le monde est investi, normalement en tout cas, dans la biodiversité et l'environnement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça, c'est pas important. Je pense que la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que ça fait longtemps en musique que l'accès à la musique est complètement gratuit. N'importe qui peut charger et écouter ce qu'il veut sans payer le droit d'auteur, sans avoir aucune redevance. Si on réinstallait un coût d'acquisition, probablement que ça ne serait pas aussi rapide. Et ça permettrait peut-être aux auteurs qui écrivent en français de survivre. Actuellement, leur seul espoir, c'est souvent, je vais passer à l'anglais, parce que si jamais j'ai un gros succès, avec le 1 millième de scènes que je vais toucher, si j'ai 100 millions de téléchargements, peut-être que je vais réussir à passer l'année. Vous avez absolument et totalement raison. Hier après-midi, il y avait un prof qui, après ce prix, Gaston Miron, est venu me voir, m'a dit, écoutez, l'espoir est dans l'éducation. C'est là. C'est juste l'éducation qui peut rétablir un ordre des choses qui serait, comme vous le dites, qui reprendrait le flambeau d'une pensée extrêmement féconde qui a été portée, qui est encore portée par la langue française, l'éducation. Il s'agissait d'un professeur et sa compagne était professeure aussi. Et les deux disaient, il y a un effort aussi réel dans l'école publique et redonner à l'école publique des lieux qui soient beaux, des lieux qui soient accueillants, alors qu'actuellement, ce qu'il me dit, moi je fréquente plus des écoles depuis très longtemps, il me dit que ce sont des lieux souvent délabrés. L'école publique est un lieu abandonné où sont parqués justement les gens qui arrivent, en particulier à Montréal, les immigrants, et que c'est déplorable. Et on sait très bien un fondement, il y a eu une lâcheté au moment où on a laissé se développer un système privé au détriment du système public. Et c'est clair qu'il n'y aura pas de renouveau sans que l'éducation sorte de l'espèce d'ornière où l'a plongé la réforme, dis-tu, Louise? Peut-être, oui. Dans les faits, l'Outaouais appartient à l'Université McGill. Il y a une répartition, non, mais c'est vrai, il y a une répartition territoriale. Et dans les responsabilités de la formation, l'Outaouais appartient à l'Université McGill. De même qu'une partie du nord du Québec. Écoute, c'est dans le Testament d'Adam. Non, c'est comme ça, mais qui a décidé ça? Une maudite bonne question, ça. Mais en tout cas, c'est comme ça.
au niveau du ministère de l'Éducation, je pense. Il y a des territoires qui sont accordés. Je sais pas une raison, mais c'est ça l'explication. Moi, je pense comme vous, tout ce que vous disiez est vrai, que le français est encore une langue prestigieuse et que les apprenants en français, là, il y en a, puis je l'ai dit tout à l'heure, dans les atouts. Alors, il ne faut pas les négliger, nos atouts. Mais moi, je vous le répète, je pense que si on n'a que des solutions nationales, il faut bien évidemment en avoir, mais qu'on ne les transpose pas ou qu'on ne les concerte pas sur le plan international, que là, on n'y arrivera plus. C'est très intéressant tout ce que vous avez dit. Premièrement, concernant l'immigration. Alors, en effet, je veux dire, bon, c'est francophones partout dans le monde qui viennent. On ne leur dit pas, avant de venir, que pour travailler dans le dépanneur, je reprends mon exemple, au coin d'Outremont et de Bernard, on est quelques-uns ici à vivre à Outremont, à savoir de quoi je parle, eh bien, il faut parler anglais. C'est du bon sens. Bon, puis quand j'étais député de Rosemont, sur la rue Bélanger, il y a plein de dépanneurs. Il n'y en a pas un où ils parlaient français correctement. Je leur demandais, mais pourquoi? Puis ils me disaient, parce que je n'ai pas eu le temps. Je suis arrivé ici, me le disait en anglais, là, je suis arrivé ici et j'ai dû gagner ma vie. C'est pour ça que je disais tantôt. Ou bien on accepte de faire ce qu'Israël fait. Vous savez ce qu'ils font? Il y a des Juifs qui viennent de partout dans le monde, même du Yémen. Et là, pendant 3 mois, ils sont payés par l'État, n'est-ce pas? Ils vivent ensemble. Il y a comme des universités, comme des kibbutz, oui, c'est ça. Et là, on leur apprend l'hébreu, parce que franchement, il n'y a personne qui connaît l'hébreu quand ils arrivent du Yémen ou qu'ils arrivent de Russie. Il y en a beaucoup. Il y a des quartiers à Jérusalem qui sont russes. Alors, il faut qu'on décide, quand je disais que notre désinvolture collective a donné les résultats qu'on a aujourd'hui, alors ou bien avant qu'ils arrivent, on leur dit vous allez apprendre le français de niveau intermédiaire, ou bien on ne leur demande pas de travailler le surlendemain pour gagner leur vie. Et puis bon, alors il faut savoir ce qu'on veut. L'autre chose dont vous parliez, c'est vrai, la reconnaissance des diplômes, et ça avec Pierre, je me souviens quand on siégeait ensemble, moi j'avais dit au gouvernement, il faut aller au-delà de la France. Il y a cette entente de reconnaissance des diplômes avec la France qui marche plus ou moins, mais qui marche. Alors, il faut le faire avec les pays du Maghreb, c'est des pays, essentiellement l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, d'où viennent les immigrants. Alors, et c'est eux, moi j'étais député pendant 4 ans, il y a des gens de Rosemont ici, les gens venaient me voir, ces jeunes maghrébins, ces jeunes familles maghrébines, ils disaient, on ne peut pas travailler parce que justement, on n'arrive pas à avoir d'équivalence de diplôme, ça prend une éternité, et puis ça ne marche pas, il faut retourner, je veux dire, aux études, il faut passer des... Bon, ça n'a pas de bon sens, tout ça n'a pas de bon sens, je ne comprends pas, on le sait pourtant, on s'en parle, là, on le sait, on ne le fait pas. Ajouter. Oui. Juste une chose, moi je pense que les immigrants, ils ne sont pas perçus, ils sont des fois perçus comme des étrangers, mais ils sont maintenant perçus surtout comme un apport économique. Et là, quand on parle d'économie, c'est tout puissant. Et la grande lâcheté de nos gouvernements, c'est de ne pas avoir imposé le français dans les petites et les moyennes entreprises de plus de 50 employés. Là où les arrivants commencent généralement à travailler dans de petites entreprises, mais c'est l'anglais qui règne et il n'y a aucune législation. C'est une très grande lâcheté. S'il n'y a pas la langue de travail, si le français n'est pas la langue de travail, c'est clair qu'il n'y aura pas de réussite de la francisation des immigrants. C'est clair. Pierre? Ah, je trouve pas ça trop radical. Si j'avais votre âge, même que je crois bien que mon premier combat, ce serait le combat contre ce néolibéralisme triomphant qui est en train de nous aplatir dans tous les aspects de notre vie. Oui? Oui, je m'excuse. C'est quand même important. C'est que justement, ça donne une petite lueur d'espoir. Claude Agege lui-même dit que tout est rattaché en fait à cette idéologie. Et que pour peu que l'idéologie néolibérale s'effondre, alors l'anglais
de lui-même sera en recul. Et alors là, c'est la diversité linguistique du monde qui pourra s'exprimer. Voilà, c'est une lueur d'espoir. On peut voir quand même, je sais pas, mais il y a quand même beaucoup dans la société civile et même dans certains pouvoirs politiques, on voit quand même émerger autre chose qu'une pensée néolibérale. C'est tâtonnant, mais au niveau de l'écologie, il y a des groupes qui sont, je dirais au niveau de l'écologie, qui a une pensée différente. Et ça existe. Puis je crois qu'il y a beaucoup de gens jeunes que ça éveille. Ils sont pris dans l'économie néolibérale parce qu'on y échappe mal. On avait des discussions l'autre jour, justement avec Mario Dumont, tu parlais de ça, sur les salaires exorbitants d'une classe du 1%. Et puis, il m'est pas venu à l'esprit qu'il y avait quand même... Puis moi, je disais, acceptons le principe qu'on vit dans une économie capitaliste et puis qu'il n'y en a pas d'autres. Mais c'est pas vrai qu'il n'y en a pas d'autres. Il y a d'autres types d'économies. Et ensuite, j'écoutais, l'économie sociale, l'économie du partage, l'économie du don. C'est sûr que j'en parle parce que je sais pas juste de quoi je parle, mais je sais que ça existe. Donc, je me dis, si moi je sais que ça existe, il y a plein de gens qui savent ce que c'est, puis il y en a même qui le pratiquent. Donc, il n'y a pas un désespoir total. Et vous avez raison, les langues vont suivre la pression. Et c'est ça. Alors, je suis d'accord. Puis, le seul problème que j'aurais, d'abord, il y en a deux. Je ne suis pas sûr que cette économie néolibérale n'est pas en train de se transformer en des nationalismes extrêmement étroits et dangereux, ce qu'on va arriver aux États-Unis, ce qu'on va arriver en Russie. Hein, il y a des nationalismes exacerbés qui naissent partout sur la planète. Ça m'effraie, d'une part. D'autre part, je l'ai oublié. Alors, désolé, ça reviendra peut-être. En fait, je le disais en tout début de mon intervention, c'est que pour nous, au Québec, la pression s'est déplacée. C'était la minorité anglo-québécoise, je veux dire, dans les années 60 et 70. Aujourd'hui, c'est la mondialisation, c'est la globalisation. Et puis c'est pour ça que la réponse, comme en écologie et comme en environnement, doit être globale. C'est la même raison. Alors c'est ça, dans le fond, vous m'aidez à préciser ma pensée. Et puis, je crois que moi aussi, honnêtement, je crois... Je lisais le petit livre de Jean-Martin Hossan, qui est notre ami, parce que vous savez qu'on a eu un caucus, nous, indépendantistes, indépendants, pendant 1 an, à l'Assemblée nationale, avec Jean-Martin, Lisette, Pierre et moi. Amir aussi. Avec Amir, il était seul de Québec solidaire à l'époque. On était tous ensemble. Et puis, là, je viens de lire son livre à Jean-Martin, puis j'ai trouvé ça intéressant sous cet angle-là. Il ne parle pas de la langue, justement, il ne parle pas de culture, mais il parle d'autre chose qui va peut-être faire en sorte, en effet, que ça revienne et que si l'économie se transforme sous la pression de la nécessité, il n'y a qu'une seule planète. Tout le monde le disait, même Ban Ki-moon disait, oui, il y a juste une planète, qu'est-ce qu'on va faire? C'est plus possible. Alors, voilà. Ça, c'est un vrai problème pour l'ensemble du mouvement indépendantiste. Hein? On a toujours été confrontés. Qu'est-ce qu'on fait avec les nations autochtones auxquelles on reconnaît non seulement le droit, mais qu'on souhaite qu'ils existent et qu'ils s'épanouissent? En tout cas, au niveau linguistique, c'est sûr que ces langues-là, on doit recommencer à les enseigner. Je pense qu'on enseigne l'innu maintenant. Il y a certaines langues qui reprennent, mais les locuteurs de ces langues-là sont devenus très rares. Hein? Mais je pense que c'est fondamental. Et la question se posait beaucoup dans la diversité culturelle. Je me souviens en Amérique du Sud, dans certains pays, où il y a des proportions d'Autochtones qui sont des fois à 40 ou 50%, tu sais, au Pérou. Moi, c'est là que je me suis rendu compte que, crime, je connais rien des nations autochtones d'ici. C'est là que je m'en suis rendu compte.
Puis eux, ils craignaient la diversité culturelle. Ils disaient, attendez, là, votre convention, c'est quelle culture va s'exprimer? Est-ce que c'est la culture dominante? Souvent, c'était la culture en langue espagnole. Où est notre langue, le quechuan? Où est-ce que ça va s'exprimer? Est-ce que vous allez nous donner les moyens à nous de produire et de diffuser notre culture dans notre langue? Sacré problème. Sacré problème. Mais c'est sûr que quand on va là, si le principe général, par exemple, en agriculture, si le principe général, c'est respecter le sol, éviter les contaminants, bizarrement, ceux qui pratiquent ces principes-là vont vers une très grande variété, tout à coup, de chacun des légumes, puis là, ils découvrent des anciens légumes, et puis ils vont vers ils inventent, ils nous font manger du kale, et puis toutes sortes d'affaires comme ça. Ce que je veux dire, c'est que à partir d'un principe sain, étrangement, il semble bien que des principes sains soient féconds. Et moi, l'espoir qu'on peut avoir, c'est que retrouver, nous, la force de notre langue et je crois, la pleine possession de notre pays permettrait que l'on soit fécond face aux nations autochtones, plutôt que d'être oppresseur. D'autant que ce n'est pas l'Innu ni les langues autochtones qui sont menaçantes, je veux dire, pour le français au Québec. Alors, c'est pas ça, là. Dans la bataille des langues sur le plan national et international. Alors, moi, je vous dirais tout simplement en terminant que jamais le mouvement indépendantiste n'a réussi à régler cette question-là, dans le sens de dire quelles seront nos relations avec les nations autochtones, d'autant qu'il faut y arriver, à mon avis. Jamais la question de l'indépendance se repose. Honnêtement, si vous me demandiez aujourd'hui, est-ce que je vais vivre ça de mon vivant, je ne pourrais pas vous dire que j'en suis certaine. Je voudrais plutôt vous dire que je suis certaine du contraire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont, à mon avis, comme un droit de veto sur l'indépendance. Si on ne s'entend pas avec eux, ils vont aller aux Nations Unies. Ils vont aller justement... Parce qu'il y a là une vraie question. Comment on va partager le territoire? Comment on va partager les ressources? Comment on va cohabiter? Écoutez, c'est une vraie question, puis c'est vrai qu'on a fait l'impasse là-dessus. Oui. Soyons clairs. Alors voilà, ça fait que ça fait... Oui, il y a quelqu'un qui devrait s'en préoccuper. Je vous remercie. Je suis contente, très heureuse que la question ait été soulevée à la fois des langues autochtones et à la fois du capitalisme. Les langues autochtones, je suis d'accord avec Louise, entièrement. Ce ne sont pas elles qui nous menacent. Hein? C'est une de ces autres langues pour laquelle il faut se battre parce qu'elles sont des langues d'espoir, d'avenir, qui sont des langues qui sont absolument connectées avec la conception du monde qu'on se fait. Ce sont des langues qui m'apparaissent saines dans ce sens-là. Par ailleurs, la langue du capitalisme, je suis absolument d'accord. Et moi, je n'ai aucune... Je suis absolument pas surprise lorsqu'on me dit que, bon, les environnementalistes, par exemple, sont plus près, plus conscients des ravages du capitalisme. Le capitalisme, ce n'est pas seulement un système économique, c'est un système politique, c'est un système social, c'est une idéologie qui porte sur tous ces aspects. Et s'il est vrai que, je veux dire, le capitalisme est destructeur. Le capitalisme est destructeur précisément parce qu'il est expansionniste. Hein? Donc, il n'y a rien qui va résister à cette bête-là. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser en vous remerciant d'être venus nombreux à poser des questions. C'est parfait. Alors, à la prochaine.